Donc effectivement, j'ai prévu une présentation un peu générale du projet pour vous présenter un petit peu tous les aspects. Donc je vais recommencer par, faire quelques rappels donc autour de l'ELT et de la suite instrumentale. Donc je vais pas faire une revue de tout ça. Je pense que les choses sont relativement bien connues. C'est plus pour positionner Mosaic dans ce contexte-là et vous expliquer, quel va être le rôle de Mosaic dans ce grand projet qu'est l'ELT et sa suite d'instruments. Ensuite, j'en viendrai au cas scientifique dimensionnant, pour vous expliquer ce qu'on a mis, en avant pour l'instant. Je parlerai un petit peu de l'architecture et des évolutions qui sont encore en cours et puis je finirai par vous donner quelques news de la façon dont fonctionne le projet et des évolutions, récentes qu'il y a eu. Alors l'ELT européen construit par les eaux, je pense que vous savez tous que la grande spécificité de ce projet-là, c'est que c'est contrairement aux télescopes classiques de Ritchey-Chrétien qui sont à 3 miroirs, on a là un design à 5 miroirs, ce qui est assez nouveau, ce qui permet d'intégrer à la fois des corrections, d'optique adaptative directement dans le télescope, mais aussi d'avoir un champ de vue, relativement important pour des télescopes de cette taille-là, puisqu'on là, on peut avoir un champ de vue qui va jusqu'à 10 arcs-minutes, ce qui est assez exceptionnel pour un télescope de cette taille, et par taille, donc j'entends 39 mètres de diamètre, à peu près. Ce qui en fait donc le plus grand des projets ELT, sur le marché, en quelque sorte. Les 2 grands concurrents, bah, c'est le TMT américain, de 30 mètres et le GMT, également, piloté par les Américains, mais avec vous voyez ici des collaborations qui dépassent les États-Unis. GMT, donc qui fait à peu près 24 mètres de diamètre. Alors ça dépend. Vous voyez que les designs sont assez différents. Là, on est sur un design segmenté assez classique. Là, on est sur un design dit en pétale. Donc en fait, la taille du télescope dépend si on considère la surface équivalente ou la PSF équivalente. Donc, mais on est à peu près à 22, 24 mètres. Donc les deux concurrents commenceront leurs opérations en 2023. Le LT, on est plus autour de 2025 pour l'instant. Alors, l'ELT est le plus grand des ELT. Ça veut dire que immédiatement, on a deux avantages classiques. La résolution spatiale, hein, ça va être le télescope ELT qui va donner la plus haute résolution spatiale. Et on va voir que ça va avoir un impact sur la façon dont la suite instrumentale a été conçue, puisque les premiers instruments vont mettre l'accent justement sur cette résolution spatiale. Et puis l'autre avantage, évidemment, c'est la sensibilité. On a là des chiffres qui font un petit peu rêver à l'heure actuelle, qui sont totalement inatteignables sur les télescopes actuels, hein. La spectroscopie est la 26e magnitude de l'imagerie qui taquine la 30e magnitude sur les télescopes de 10 mètres actuellement. C'est totalement infaisable. Euh, alors On évidemment, il peut y a... t'interrompre un moment, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en salle d'attente et qui attend le modérateur Ah, pour qu'il puisse entrer. merci Benoît. C'est ce que j'ai compris d'après un mail. D'accord. Du tout, j'attends Non, quelques secondes ou... Non, mais Benoît, je comprends pas, il n'y a pas de salle d'attente, il n'y a tout pas de le salle monde se d'attente. connecte. Oups, oui, excusez-moi, je mélange deux conversations Zoom, je suis en train de suivre deux Zooms à la fois, c'était l'autre. Autant pour moi. Ouf, Et merci. désolé Mathieu. C'est pas grave, t'inquiète pas, on coupera au montage, on a l'air de rien, ça se verra pas. Euh, voilà, donc j'en arrivais aux synergies. Il y a aussi un aspect synergie avec les autres facilités qui arriveront sur le marché enfin qui sont déjà là ou qui arriveront disponibles dans les années 2030. Donc Alma qui est déjà là, SKA qui devrait arriver dans cette décennie-là. Et qui auront des résolutions spatiales bien adaptées les uns avec les autres. Donc, il va y avoir un aspect synergie de suivre les sources détectées par l'une ou l'autre de ces facilités avec le LT. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va revenir souvent dans les cas scientifiques des instruments ELT et de Mosaic en particulier. Alors, j'en arrive à la suite instrumentale. Il y a un premier paquet d'instruments dits de première lumière. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, rapidement, on a Mikado, qui est la caméra proche infrarouge avec un mode single slit, son module d'optique adaptative. Harmony, vous connaissez bien sûr tous Mikado, j'imagine, j'en dis pas plus puisque l'ISA joue un rôle important dans cet instrument.
Harmony, dont le centre de gravité en France se trouve plutôt du côté du LAM. Donc là, c'est un instrument mono-IFU, mais avec plusieurs échelles spatiales possibles qui permet d'échantillonner des échelles qui vont aller de la limite de diffraction du télescope à des échelles un petit peu plus larges, de 30 par 60 arcs secondes, qui couvre aussi le proche infrarouge avec une bonne partie du visible, là, jusqu'à 0,47 microns. Métis, qui est la caméra infrarouge, avec un mode IFU. Et on arrive donc aux instruments dits à un moment donné, on appelait ça les instruments de première génération, ou en tout cas, disons, les instruments qui n'arriveront pas à la première lumière, mais un petit peu après. Donc ARS, qui va être le spectrographe très haute résolution, et Mosaïque, donc, qui est l'instrument multi-objet de l'ELT, avec essentiellement deux modes. Un mode mono-objet, avec typiquement un multiplex qui va tourner autour de 200, donc qui va exploiter le champ de vue le plus large possible sur le LT, avec des résolutions spectrales intermédiaires, deux modes, typiquement 5000, 20 000, et qui va donc exploiter les longueurs d'onde en partant de 0,45, alors je reviendrai un petit peu là-dessus parce que c'est susceptible d'évoluer, et jusqu'à 1,8 micron, donc on coupe à la bande H pour éviter tout ce qui est cryogénie. Et un second mode qui est un mode IFU, avec un nombre modeste d'IFU, à peu près 8 IFU pour l'instant, sur les mêmes résolutions spectrales, et qui lui va ne couvrir que le proche infrarouge, mais qui est un mode donc qui n'existe pas par ailleurs, hein. Il n'y a qu'un mono IFU qui existe sur Harmony. Et puis à long terme, évidemment, le Planet Finder, encore à plus long terme. Alors là, vous voyez des plans d'espace des paramètres pour vous aider un petit peu à visualiser ce que sera Mosaïque. Donc, on voit des résolutions spectrales intermédiaires. Donc, en fait, ce diagramme-là ne devrait pas être fait tout à fait comme ça. Il y a vraiment deux, il n'y a pas un continuum là, de résolution spectrale. Il y a vraiment deux résolutions spectrales, une autour de 4-5 000 et une plutôt autour de 20 000. Et puis, en termes de résolution spatiale, là, sur le mode IFU, vous voyez quelque chose qui ne vient pas du tout sur la résolution, la limite de diffraction du télescope, mais qui, au contraire, a été pensé pour être le plus complémentaire possible de Harmony, puisque l'instrument viendra après Harmony. Donc, on a tenu de ça en compte dans le développement du cas scientifique. Et donc, on va plutôt essayer d'explorer des échelles un petit peu plus grandes. Donc, on va être optimisé pour des objets, j'y reviendrai tout à l'heure, des objets étendus, spatialement étendus et faibles, plutôt que des petites structures où on a besoin de très haute résolution spatiale. Voilà, donc je résume là un petit peu les spécificités de la suite instrumentale. Donc des premiers instruments qui vont venir exploiter la résolution spatiale du télescope et bien sûr sa profondeur. Et Mosaïque, donc qui va venir un petit peu après, qui lui va plutôt chercher à exploiter donc le champ de vue du télescope, donc le côté multiplex, et être optimisé en ce qu'on appelle survey speed. Donc Mosaïque est un instrument qui va permettre de construire des grands échantillons. Et donc là, on a le souci constant d'avoir des caractéristiques instrumentales qui permettent de faire ça le plus rapidement possible. Donc il y a une métrique qu'on utilise, que je définirai un petit peu plus tard, qui s'appelle le survey speed, qui est la vitesse à laquelle vous pouvez atteindre votre objectif scientifique. Et donc l'instrument a été optimisé constamment par rapport à ce paramètre-là. J'en arrive donc au cas scientifique. Là, vous avez un petit peu les grands chapitres du cas scientifique de l'ELT. Donc, le centre de gravité de Mosaïque dans ce périmètre-là va être très axé sur les galaxies, la cosmologie pour ce qui est de la partie dark matter, les populations stellaires, et puis évidemment tout l'espace des découvertes possibles et qu'on ne peut pas encore anticiper, ce qui explique pourquoi l'instrument est souvent présenté comme un multitasker instrument. Alors à une époque, on parlait de workhorse instrument. Maintenant, la mode, c'est plutôt d'utiliser le terme multitasker. Voilà, donc ça, c'est une image qui est extraite d'ailleurs sur le nouveau site de l'ELT LESO, que je vous invite à aller visiter parce qu'il est très bien fait. Il y a plein de jolies images toutes neuves. Donc voilà, c'est de là que vient cet aspect multitasker. Alors c'est une particularité de Mosaïque, on n'est pas du tout sur un instrument qui est construit pour adresser une ou deux questions scientifiques bien précises. On est vraiment sur un instrument, et c'est une caractéristique générale en général pour les spectrographes multi-objets, qui va pouvoir adresser une multitude de cas scientifiques en synergie avec d'autres instruments pour venir apporter quelque chose en plus de décisif sur un certain nombre de questions scientifiques. Alors j'ai résumé ici un petit peu les principes du développement de Mosaïque. Donc être capable de construire des surveys spectroscopiques sur l'ELT dans les années 30, complémenter la première génération,
développer des synergies fortes avec les facilités du futur. Donc, on pense à JWST, mais aussi d'autres instruments comme éventuellement LUVOIR ou, alors pas WF-First, maintenant il faut dire le Roman Grace Telescope, et exploiter donc ce champ de vue et la sensibilité de l'ELT sur un ensemble de cas scientifiques qu'on va maintenant passer en revue. Alors, voici la liste des cas scientifiques dimensionnants. Alors, il y a bien plus de sciences faisables évidemment avec Mosaic que ce que je vais passer en revue là. Là, j'ai vraiment mis en avant ce qui est dimensionnant au sens ce qui va directement impacter le design de l'instrument. Si vous êtes intéressé pour avoir vraiment le détail de tous les cas scientifiques, vous pouvez aller consulter ces deux white papers qui ont été écrits en 2013 et 2015, qui collectaient vraiment, là c'était vraiment une wish list de la communauté, ce que vraiment les gens voulaient pouvoir faire en termes de spectroscopie multi-OG sur le LT. Et puis progressivement, on a resserré les choses et on est passé par un processus classique hein, qui est d'établir les requirements cas par cas, etc., pour arriver donc à un design d'instrument que je vais vous détailler tout à l'heure. On a aussi travaillé sur l'aspect survey véritablement, parce qu'il y a des synergies possibles entre ces cas scientifiques, donc voir quel échantillon on pouvait utiliser pour quel cas scientifique. Donc ça, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Vous pouvez consulter donc la série de papiers SPIE si ça vous intéresse, en particulier le dernier, enfin l'avant-dernier maintenant. On avait vraiment commencé à quantifier ces choses-là en détail, le nombre de nuits exactement qu'il nous faudrait. Alors, le premier cas scientifique de dimensionnant de mosaïque, c'est la détection des toutes premières galaxies à l'époque de la réionisation. Donc, l'enjeu, là, c'est de vérifier si ce sont bien les galaxies NEM qui sont responsables de la rayonisation de l'univers, donc ce qu'on pense être le cas à partir de modèles et d'un certain nombre d'observations. On arrive dans un domaine où là, on est vraiment en limite de capacité de ce qu'on est capable de faire sur les télescopes actuels, sur les télescopes de 8-10 mètres, puisque sur les galaxies à très très grand redshift, qui sont les galaxies qui nous intéressent là, donc on parle de redshift au-delà de 7, 7, 8, 9, 10 typiquement, dans des objets très très lointains et très très faibles, on est incapable actuellement de détecter le continuum de ces galaxies-là. On les détecte essentiellement en émission, notamment via l'arrêt Lyman alpha, pas que, mais notamment. Et ce continuum, c'est un enjeu, notamment dans l'UV, parce que les raies métalliques, donc du milieu interstellaire en particulier, que l'on a dans l'UV, sont très importantes pour estimer la fraction de photons Lyman alpha qui s'échappent de ces galaxies. Et donc, c'est important d'avoir accès à ce type de diagnostic parce que c'est ça qui va nous permettre de vérifier l'hypothèse que c'est bien les galaxies qui sont responsables de la rayonisation et que le flux rayonisant qui vient de ces galaxies vient bien de la formation stellaire comme on le croit, donc des étoiles chaudes et massives, et que la contribution des AGN, elle, est négligeable. Donc c'est très très important d'accéder à ce continu spectral dans l'UV. Actuellement, on a des indications, mais qui viennent uniquement donc, du lensing et du stacking d'objets. Vous voyez un exemple ici de stacking d'objets quasiment à z égale 6. On commence à détecter un certain nombre de ces raies. Là, il s'agit d'aller le faire vraiment dans des objets individuels et de manière routinière. Alors, Mosaic sera capable de détecter donc, et de caractériser ces toutes premières galaxies. La détection, c'est évidemment quelque chose pour lequel JWST va exceller, puisqu'il il a été construit pour ça. Mais c'est important de réaliser que Mosaic sera aussi capable de le faire. Vous voyez une simulation là d'un objet à z égale 10, observé avec le mode IFU notamment. Et on va donc sortir l'arrêt Lyman alpha dans une galaxie de magnitude 29 avec après une dizaine d'heures d'observation. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne repose pas uniquement sur le JWST pour détecter ces galaxies très distantes. JWST, il y a bien un moment où il arrivera en fin de vie, ou enfin, je ne veux pas parler, on ne va pas se porter malheur, mais une catastrophe pourrait arriver pendant le lancement. Donc c'est important aussi d'avoir un instrument en backup et qui sera capable de faire ce type de détection. Et donc, comme je le disais, la valeur ajoutée, là, c'est vraiment la caractérisation de ces premières galaxies. Oui, c'est une simulation qui vous montre comment Mosaic, alors ici en 20 heures à z égale 7 sur un objet de 26e magnitude, sera capable de détecter donc, ces fameuses raies interstellaires en absorption qui sont donc importantes pour caractériser la fraction de photons Lyman alpha qui s'échappent de ces galaxies-là. Et là, ce qui est important de réaliser, c'est que JWST, il ne sera pas capable de faire ça pour les galaxies les plus faibles. Vous voyez ici les limites de détection typiques du JWST après 30 heures d'observation, donc avec le grating à résolution spectrale 2700.
Donc vous voyez qu'on sera limité typiquement à une 24e magnitude. Donc pour aller vraiment observer les galaxies les plus faibles, 26, 27, voire au-delà, c'est vraiment l'ELT dont on aura besoin, parce que les autres modes du JWST seront capables de pousser plus loin en sensibilité, mais à des résolutions spectrales plus faibles et qui ne permettront pas de résoudre correctement, notamment l'arrêt Lyman alpha si elle est en émission, ou de résoudre ces raies qui sont des raies extrêmement minces. Donc il faut vraiment aller des résolutions spectrales de 3, 4, 5 000 pour faire ce travail-là. Et donc c'est vraiment l'ELT là qui va permettre de faire ça. Un autre aspect, c'est la cartographie de la raie en émission Lyman alpha quand elle existe, mais aussi des raies en émission dans l'UV, dans le halo. C'est un cas scientifique assez important puisqu'on s'est rendu compte que le champ de radiation dans les galaxies était plus important à grand Z qu'à Z égale 0. On ne comprend pas très bien pourquoi et on a besoin de ces diagnostics-là dans le halo pour comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi donc il y a cette variation dans le champ de radiation. Donc à la fois un cas scientifique qui va utiliser des spectres intégrés, donc le mode qu'on appelle le high multiplex mode de mosaïque, donc le mode à grand multiplex mono-ouverture pour faire des spectres intégrés, et le mode IFU pour aller observer les objets les plus faibles et faire cette cartographie d'objets. Alors là, vous voyez un autre intérêt du mode TFU, il s'agit d'une simulation d'un objet qui a été simulé à Z égale 8, à magnitude 27, avec en haut le mode IFU, après une trentaine d'heures d'observation et une soustraction de ciel typique de 0,5% d'exactitude. Donc ce qui est à peu près ce qu'on espère atteindre sur le mode IFU. Et en bas, le même objet, cette fois-ci observé avec le mode mono-objet, donc le mode HMM, mono-ouverture, c'est que cette fois-ci une soustraction de ciel moins bonne. Et vous voyez que là, c'est assez dramatique sur ces raies qui sont donc notre objectif là. Et donc sur les objets les plus faibles, très certainement, le mode IFU va être un mode clé pour aller observer ces galaxies les plus faibles. Donc le mode IFU présente deux avantages, hein. Les corrections d'ouverture beaucoup plus limitées qu'avec le mode HMM, mais aussi une soustraction de ciel qui sera plus précise. C'est vraiment les deux éléments clés pour avoir ce mode dans Mosaïque, mode qui sera donc essentiel pour ce cas scientifique. J'en arrive au deuxième cas scientifique important, c'est la mesure de courbe de rotation dans les galaxies à très grand Z. Alors à quoi ça sert de mesurer des courbes de rotation? Donc des courbes de rotation, hein, c'est mesurer la vitesse de rotation des galaxies en fonction du rayon, comme ceci. Donc à quoi ça sert? Ça sert à caractériser le contenu en matière noire des galaxies. Alors, c'est quelque chose qu'on est capable de faire de manière assez routinière maintenant dans des galaxies à Z égale 0. Il y a eu des premiers essais à des galaxies à grand redshift, Z égale 1, 2, typiquement fait par notamment l'équipe de Genzel, mais aussi le groupe autour de Mark Swingbank à Durham. Alors, c'est des mesures très controversées parce que là, on est vraiment en limite de capacité de ce qu'on est capable de faire sur le VLT. Alors, je vous montre ici cette petite vidéo que j'espère vous arrivez à voir. Vous avez à gauche, quelqu'un peut me dire si vous voyez bien du Oui, coup, oui, ça c'est va? bon. C'est revenu, d'accord, merci beaucoup. Donc je remets pas la vidéo, on a peur que ça réexplose. Donc on le voit, voilà, on le voit sur ce schéma-là. En fait, vous avez ici une galaxie à Z égale 0, vous avez la courbe de rotation en rouge. Et à partir de cette courbe de rotation, on est capable de déduire le contenu en matière, notamment en matière noire, que vous voyez ici représenté par la courbe bleue. La courbe jaune ici, c'est contenu en matière baryonique. Donc on voit des galaxies à Z égale 0 dominées par la matière noire, et puis des galaxies à très grand Z où on obtient donc une courbe de rotation beaucoup plus faible, décroissante, au lieu d'avoir un plateau à grand rayon, c'est quelque chose de décroissant, qui va être dominé cette fois-ci par la matière baryonique et non plus par la matière noire. Alors, ça a été très débattu parce que pour faire ce type de mesure et bien caractériser le contenu en matière noire, il faut venir mesurer cette courbe de rotation à des rayons assez élevés, en dehors du disque optique des galaxies, donc à très grand rayon. Et il faut un signal sur bruit suffisant pour faire ça, ce qui est très 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 difficile à faire à grand Z. Donc on est capable de faire ça typiquement en stackant les galaxies, dans quelques galaxies vraiment isolées, mais où le signal sur bruit est très 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 limité. Donc ça a été pas mal débattu. Le but, c'est d'aller faire ça vraiment de manière donc à nouveau routinière dans des galaxies à grand Z jusqu'à Z égale 4 pour ce qui concerne Mosaïque, d'échantillonner donc différents régimes de masse pour avoir vraiment une cartographie du contenu en matière noire des populations de galaxies à différents redshifts.
Quand on est capable de faire ça, donc là, vous voyez ce qui a été fait à z égale 0, on est capable donc de caractériser par exemple le contenu en matière noire des galaxies en fonction de la masse et d'aller comparer ça aux prédictions des modèles qui pour l'instant n'ont peut-être comparé concrètement qu'à z égale 0. Il y a quelques mesures indirectes, des estimations indirectes à grand Z, mais on n'a pas vraiment testé cet élément important de la formation des structures des galaxies dans les simulations numériques. Et donc avoir ce type de mesure permettra vraiment de confronter ça aux prédictions des modèles et de s'assurer que la formation des structures est bien telle que décrite par ces modèles-là. Alors, c'est un cas scientifique qui a été largement utilisé pour dimensionner le mode multi-FU de Mosaïque. Donc, on a fait tout un certain nombre de simulations en variant les paramètres de l'IFU pour essayer de contraindre quel devait être le champ de vue et la résolution, la taille du pixel de l'IFU. Donc, vous voyez ici quelque chose, des simulations qui vous montrent quelle est la courbe de rotation que vous arrivez à mesurer en fonction du champ de l'IFU. Donc, comme je vous disais, c'est essentiel d'aller mesurer la courbe de rotation à un rayon suffisamment grand. Et donc, quand l'IFU ne permet pas de faire ça, vous allez avoir tendance à sous-estimer la courbe de rotation de votre galaxie. Donc, il nous fallait un IFU suffisamment grand, 2,5 arcs secondes, donc ce qu'on a un petit peu changé par rapport à l'IFU qu'on avait designé en phase A, ce qui explique qu'on a un petit peu cherché à élargir un petit peu la taille. Pareil pour la taille du spaxel. Vous avez ici une simulation qui vous montre où on a varié la taille du spaxel. Donc, plus le spaxel est grand, plus vous allez avoir du mal à résoudre cette partie de la courbe de rotation, en fait, qui est la partie où la courbe de rotation est le gradient est le plus élevé. Et donc, quand vous avez trop de beam smearing, vous n'arrivez plus à déconvoluer ce beam smearing et à récupérer cette courbe de rotation. Et donc, vous faites un biais très important sur la mesure de votre fraction de matière noire. Et donc, il faut absolument que vous ayez un IFU d'au moins qui soit pas plus grand, d'un pixel pas plus grand que 120 masses, si vous voulez être capable de faire ça sur des galaxies naines, des galaxies massives, des galaxies typiques, voilà, sur un large échantillon en termes de masse et d'échantillonner l'ensemble des populations de galaxies jusqu'à Z égale 4. Alors en passant, c'est un cas scientifique où il y a une synergie très forte avec Harmony. Je parlais beaucoup de synergie au début, on voit la une. Donc Mosaic sera capable de mesurer ces courbes de rotation, la forme d'ensemble de la courbe de rotation. Ce sont pour essayer de mitiger un petit peu ce signal sur bruit qui sera problématique à grand rayon, on utilise des modèles. On fait passer des modèles directement. Harmony, lui, va sur la partie centrale être capable de faire des mesures à différents rayons et à très haute résolution, ce qui va permettre notamment d'étudier les non-circularités à l'intérieur du disque optique des galaxies, d'aller détecter la présence de barres, la structure des bulbes. Voilà. Donc Harmony va vraiment permettre de regarder les sous-structures, alors que Mosaic va donner cette forme d'ensemble qui est importante pour la caractérisation de la matière noire. Donc un cas scientifique avec une synergie très très forte ici. On a parlé de matière noire. Mosaic va aussi permettre de mesurer la distribution du gaz froid à très grande échelle, aux échelles du mégaparsec. Donc là, il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle les galaxies Lyman Break, donc des galaxies typiques à des redshifts entre 3 et 4, et on utilise ces galaxies en fait comme des phares en arrière-plan. Et sur les lignes de visée de ces galaxies-là, on va chercher des raies en absorption qui sont dus donc au gaz froid présent sur la ligne de visée. Et par tomographie, on est donc capable de reconstruire la distribution de ce gaz froid sur des très très grandes échelles. Et donc voici une simulation qui avait été faite avec un postdoc en 2019 où on avait montré donc que Mosaic sera capable de faire ça, donc sur des échelles du mégaparsec et sur un très très grand angle solide, à peu près 1 degré carré, en des temps assez raisonnables du point de vue de survey. Il faut quelques dizaines de nuits pour arriver à faire ça. Et en bonus, une fois que vous avez ce grand échantillon qui est construit, si vous chercher des paires de galaxies, donc des galaxies, des paires de galaxies dont l'étude est en avant-plan de ces fameuses galaxies en arrière-plan, eh bien vous pouvez également regarder si vous avez des rangs d'absorption dus aux métaux qui sont dans les halos de ces galaxies en avant-plan, et donc étudier la présence de métaux dans le milieu circumgalactique, donc dans les halos de ces galaxies-là, ce qui est aussi important pour comprendre donc comment ces galaxies se sont enrichies en métaux au cours du temps. Donc ça, c'est quelque chose qui va utiliser le mode eye multiplex, donc mono-ouverture dans le visible.
Là, une belle complémentarité entre le mode mono HMM visible et le mode multi-FU. Et donc l'ensemble de tout ça, à la fois la caractérisation de la matière noire dans les galaxies, du gaz froid à très grande échelle et des métaux dans les halos, va vraiment permettre de contraindre la formation des structures, donc dans les simulations numériques et dans le paradigme le lambda SCDM, et de vérifier que tout s'assemble bien comme on croit que ça s'assemble dans les simulations, puisque ce genre de choses reste relativement incontrainte à très, 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 très grand Z pour l'instant. Le troisième cas scientifique, c'est l'assemblage de la masse dans les galaxies. Donc là, on a appris beaucoup de choses au cours de ces dernières années, notamment grâce aux instruments IFU qui ont été développés sur les télescopes de 8-10 mètres. Donc on peut penser à CAMOS récemment, à MUSE également, à Giraffe auparavant. Donc vous avez ici des simulations qui vous montrent, donc là vous avez l'objet à z égale 0 qui a servi de template. Donc il s'agit de deux galaxies qui sont en train de fusionner ensemble, et vous voyez que ça casse un petit peu le champ de vitesse. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les champs de vitesse, le bleu c'est le gaz qui s'approche de vous, et le rouge c'est le gaz qui s'éloigne. Et là on voit que par rapport à une rotation normale, on devrait avoir un côté bleu bien identifié, un côté rouge bien identifié. On a voilà, un champ de vitesse qui devient un peu plus chaotique, ce qui est une signature donc, du phénomène de fusion entre galaxies. Et donc, si vous utilisez ça, vous le redshifter, vous l'envoyez à très très grand Z pour voir ce que l'instrument sera capable de faire. Donc ici, on l'a envoyé ce template à Z égale 4. On a simulé différentes masses, donc différents flux. Et on voit que donc on sera capable de récupérer ce type de signature, y compris sur des galaxies de faible masse, qui est précisément un régime d'intérêt pour le LT, puisqu'on est en limite de capacité à nouveau sur ce qu'on est capable de faire sur les télescopes de dizaines de mètres. Muse commence à pouvoir faire des choses, mais sur des tout petits échantillons et avec des temps d'intégration de dizaines d'heures. Donc là, à nouveau, il s'agit d'aller étudier les populations de galaxies peu massives de manière routinière. Et donc d'assembler des très très grands échantillons, on parle de milliers de galaxies, en échantillonnant différents redshifts, différents bins de masse. Et également, grâce au mode haute résolution, on sera capable, donc pour vraiment les galaxies les moins massives, de la masse typique du grand nuage de Magellan, de venir résoudre les raies en émission grâce à ce mode haute résolution, donc dans des galaxies très, 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 très faibles. Alors en passant, voilà, une simulation du même objet avec différents niveaux de correction, d'optique adaptative. C'est pour vous montrer que, ici, à nouveau, en complémentarité avec Harmonie, on ne cherche pas du tout la limite de diffraction. On ne s'intéresse qu'au mouvement à grande échelle des galaxies, en fait. Et donc pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un IFU qui va venir, résoudre la limite d'échantillonner la limite de diffraction du télescope. Ce dont on a besoin, c'est de résoudre des échelles qui sont typiquement, un facteur 10 au-dessus. Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de système d'optique adaptatif extrêmement performant comme de la MCAO ou de la LTAO. La MOAO, voire de la GLAO suffisent pour faire ça. Et donc le fameux, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce type d'instrument, la fameuse spécification d'avoir une 30% d'énergie encadrée dans un élément de résolution pour faire ce travail-là vient précisément de ce genre de contraintes. Alors j'en arrive au cas scientifique plus lié maintenant aux populations stellaires. On a un premier cas scientifique qui est l'étude des populations stellaires au-delà du groupe local. Ça fait partie des grands cas scientifiques, mais en avant d'une manière générale pour le LT, mais donc aussi pour Mosaïque. Vous avez un exemple ici, c'est NGC 55 qui se trouve à 1,8 mégaparsec. Et donc là, le but du jeu, c'est d'aller étudier les populations stellaires pour reconstituer donc l'histoire de la formation stellaire et donc l'histoire de l'assemblage de la masse dans des galaxies, dans un échantillon un peu plus vaste que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, puisqu'essentiellement, on est capable de faire ça dans le groupe local. Et donc là, l'idée, c'est d'aller au-delà du groupe local pour avoir une diversité plus représentative de galaxies. Donc pour ça, il nous faut des mesures d'abondance chimique précises, des mesures de cinématique stellaire précises également. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été développé donc, pour les modes à haut multiplex, mono-ouverture, donc que ce soit dans le visible ou l'infrarouge. On voit ici un exemple de comment ça pourrait fonctionner. Donc le type de mesure, c'est d'échantiller un grand nombre d'étoiles RGB dans les halos pour aller mesurer donc leur métallicité via le triplet du calcium, de faire ce qu'on appelle du chemical tagging dans le proche infrarouge. Donc c'est d'aller mesurer plusieurs raies d'intérêt, ce qui permet de remonter donc à l'abondance d'un certain nombre d'éléments importants.
Et puis également à plus haute résolution cette fois-ci, autour de 18 000, 20 000, d'aller faire des mesures d'abondance chimique très précises sur un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est un mode qui a été développé spécifiquement pour ça, qui permettra d'avoir de la haute résolution sur des fenêtres très très précises. Je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc là, quelques simulations du mode HMM visible qui vous montrent le type de signal sur bruit qu'on est capable d'atteindre donc sur des étoiles de type O en fonction de la magnitude. Et puis lorsque on fait mouliner ça, qu'on projette ça dans différents objets à différentes distances, voilà ce que Mosaic sera capable de faire en une dizaine d'heures. Donc on sera notamment capable d'aller faire ce type d'études jusqu'au groupe de Sculptor, dont fait partie NGC 300, à 2 mégaparsecs, vous voyez, avec des signaux sur bruit suffisants pour mener ce type d'études. Et puis en limite de capacité, d'aller jusqu'à des galaxies qui se trouveront à 5 mégaparsecs. Évidemment, si vous posez plus longtemps, on sera capable d'aller encore plus loin. Un dernier cas scientifique autour des populations stellaires. Il s'agit là d'aller à la recherche d'étoiles à très faible métallicité dans une variété d'environnements. Donc il y a plusieurs environnements intéressants. Il y a le halo de notre galaxie, où on va aller chercher des étoiles primordiales. Donc là, c'est ce que fait par exemple Piercarlo Bonifacio et Elisabetta Cafao au GEPI, ce que font Piercarlo et Elisabetta, d'aller chercher des étoiles donc à faible métallicité pour étudier la formation du bulbe de notre galaxie, et puis d'aller étudier les dwarfs sphéroïdales dans le groupe local, cette fois-ci en essayant d'atteindre des étoiles plus proches de la séquence principale que des étoiles RGB, pour assembler des échantillons beaucoup plus grands, puisque ce type d'objets en fait sont des objets assez petits. Il y en a même, vous avez ici l'exemple de Draco 2, qui est vraiment un objet qui est à la limite d'être une galaxie. Il y a certaines personnes qui se demandent est-ce qu'on est encore sur un amas globulaire ou sur une galaxie. Et donc ces objets étant peu massifs, ont peu d'étoiles. Donc l'idée d'aller plus vers la séquence principale, c'est donc d'avoir des échantillons plus grands d'étoiles qui permettront donc d'aller faire des études de la dynamique et de la chimie dans ces galaxies, puis à nouveau reconstituer l'histoire de leur formation. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fois le nombre d'étoiles, la densité de ces étoiles, la sensibilité nécessaire pour aller observer ces objets et la résolution en vitesse de l'instrument sont vraiment très très bien adaptés à ce type d'études-là. Là, il s'agit d'un autre type d'étude à plus haute c'est-à-dire qui bénéficiera du mode à plus haute résolution de Mosaic, pour vraiment aller faire des mesures chimiques de précision dans les amas globulaires, avec une synergie très forte avec Harmony, qui sera limitée à la partie centrale, hein, puisque vous voyez la taille typique de ce genre d'objet d'une arc-minute. Donc Harmony va être limité vraiment au centre. Et donc Mosaic pourra venir avec son mode multi-objet échantillonner les parties plus externes de ce type d'objet. Synergie aussi avec Moons, qui lui aura un multiplex beaucoup plus important, un millier de fibres sur Moons. Mais évidemment, Moons étant sur un 8 mètres, sera beaucoup plus limité en sensibilité. Voilà pour ce panorama des cas scientifiques. Je reviens un petit peu sur la comparaison entre Mosaic, le mode multi-effet de Mosaic, et Harmony. On a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de définir un mode qui soit vraiment complémentaire de Harmony. Donc pour ça, on utilisait la métrique, comme je vous disais plus tôt, qui s'appelle le survey speed, qui définit ainsi qui est le rapport entre le multiplex de l'instrument et le temps d'observation nécessaire pour atteindre un objectif scientifique donné. Donc une fois que vous avez défini ça, vous pouvez faire des rapports. Vous pouvez faire le rapport entre le survey speed pour un cas scientifique donné, entre celui que vous calculez sur Mosaic et celui que vous calculez sur Harmony. Donc vous obtenez le survey speed ratio qui se développe ainsi, donc qui dépend du multiplex et de l'inverse du carré du signal sur bruit. Puis en développant donc ce signal sur bruit, vous pouvez avoir une estimation de cette quantité-là en fonction des caractéristiques de votre instrument, donc la résolution spectrale, le spaxel de votre IFU, ce genre de choses-là. Et donc, on a pu aller en détail dans ce type d'études cas par cas. Et ce qu'on a trouvé, c'est que Mosaic ne sera pas compétitif par rapport à Harmony pour des objets de type stellaire, des points source, puisque ce rapport-là va être typiquement de 0,5, malgré le multiplex de Mosaic en mode IFU. Mosaic sera donc 2 fois moins rapide que Harmony. Ça vient du fait que le système d'optique adaptative de Harmony est beaucoup plus efficace, puisque c'est de la LTAO, donc les corrections sont bien meilleures.
que ce qu'on est capable de faire sur Mosaic. Et donc ça, c'est un handicap important pour Mosaic. Malgré tout, Mosaic reste intéressant grâce à ce mode IFU, donc qui permettra d'aller échantillonner des régions plus externes. Donc une complémentarité, même si bon, l'instrument sera moins efficace que Harmony. En revanche, la niche pour le mode IFU, c'est vraiment les objets étendus et faibles. On a estimé donc ce rapport, ce service speed ratio avec Harmony à un facteur autour de 6-7. Donc ça veut dire que Mosaic sera 6 à 7 fois plus rapide que Harmony sur un cas scientifique donné dans son mode IFU. Donc c'est vraiment la niche de ce mode IFU, c'est les objets étendus à faible brillance de surface. C'est vraiment là que le mode IFU de Mosaic va être très très efficace. Là, je vous ai mis un petit plan sur la droite qui vous compare un petit peu tous ces modes-là dans le plan champ de vue Spexel Size. Et en fait, on se rend compte que le mode IFU de Mosaic va être très proche en caractéristique de ce que NearSpec va être capable d'offrir, évidemment avec deux éléments qui le distinguent de NearSpec. Le multiplex, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'un seul IFU sur le JWST, il y en aura 8 sur Mosaic, et également à nouveau la résolution spectrale qui sera à peu près le double sur Mosaic que ce qu'on aura sur NearSpec, ce qui est aussi très intéressant pour les études des sources de la réionisation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Juste pour mentionner qu'on a tous les outils de simulation en place pour simuler ces cas scientifiques. Un certain nombre de ces cas scientifiques ont été simulés. Alors pour l'instant, le simulateur ne marche pas parce qu'il est en train d'être transféré sur les machines de PADC pour être mis aux normes du VO, mais tout ça va être en train d'être remis en route. Je vous mentionne ça. Si vous avez un cas scientifique que vous souhaitez simuler, on est tout à fait en capacité de le faire pour vous et de creuser si votre cas scientifique favori est faisable avec Mosaic ou pas. Voilà, j'en arrive à l'architecture de l'instrument. Voilà à quoi ça ressemblait à la fin de la phase A. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers des instruments ELT, on parle quand même de très, très grosses choses assez imposantes, hein, une trentaine de tonnes, qui occupent quasiment tout l'espace disponible sur la plateforme Nasmith. On a maintenant 4 spectros dans l'infrarouge, 2 spectros dans le visible, et puis cette partie qui tourne donc et qui contient le plan focal et la partie wavefront sensing pour l'optique adaptative. Alors, il y avait une difficulté dès le départ avec Mosaic, c'est qu'en exploitant donc ce grand champ de vue de l'ELT, ce que ne font pas les instruments de première lumière, donc ils n'ont pas ce problème-là, c'est que ce télescope, l'ELT, il est non télécentrique. Donc vous avez un champ de vue courbe ici. Évidemment, si vous ne faites rien, c'est extrêmement problématique, vous allez perdre beaucoup de lumière. Et donc la solution qui a été mise en place, c'est de paver la surface focale avec des tuiles qui ont une taille typique d'une demi-arc minute, et donc ce qui permet d'épouser donc la forme de la surface focale. Et donc sur ces tuiles, vous allez avoir donc soit dans le mode IFU ce qu'on appelle les pick-off mirrors, donc qui permettent de sélectionner, d'échantillonner la lumière qui vient de telle galaxie ou telle autre, de tel autre objet, de renvoyer cette lumière vers le bord du champ focal, où se trouve après tout un système de relais qui va intégrer votre miroir déformable, l'IFU qui va échantillonner spatialement la lumière, et puis après les fibres qui vont constituer votre fente d'entrée du spectrographe. Pour le mode HMM, c'est un petit peu similaire, c'est plus des pick-off mirrors, c'est directement les fibres optiques qui vont être amenées sur ces tuiles. Donc vous avez un petit mécanisme sur les tuiles qui permet de venir positionner votre bundle à la bonne position. Et donc à la fois des jeux de fibres pour le mode visible et d'autres jeux de fibres pour le mode infrarouge, fibres qui sont ensuite déportées vers le spectrographe et qui donc vont être alignées pour former les fentes d'entrée. Donc ça, on a toute une architecture comme ça de pavage du plan focal avec des tuiles. Ici, les modes d'observation. Donc, j'ai résumé un petit peu ce que j'ai commencé à vous détailler dans les cas scientifiques. Donc, on a 2 modes dans l'infrarouge. On a ce mode IFU, donc 8 IFU, un champ de vue de 2,5 arcs secondes, un échantillonnage qui est maintenant à 150 milliarcs secondes, ce qui a un peu évolué depuis la fin de la phase A. On est passé de 80 à 120, maintenant à 150 masses. Des longueurs d'onde qui vont de 0,8 à 1,8 microns, donc qui est le proche infrarouge. Ça, c'est un autre changement, c'est qu'à la résolution de 5000, donc ça, c'est un arbitrage qui est en train d'être fait pour avoir la résolution spectrale précise, mais ce sera autour de 4 ou 5000. On est capable maintenant d'avoir toutes ces longueurs d'onde en une exposition, donc à la Moons, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que vous avez tout le proche infrarouge en une exposition. Avant, il fallait faire, c'était découpé en 3 bandes, maintenant on a tout d'un coup. Ce qui était une demande de l'ESO,
C'est ça qui nous a poussé à, pour des raisons techniques, à changer un petit peu, à perdre un petit peu en résolution spatiale sur le Spaxel de l'IFU. Et puis un autre mode à haute résolution, donc autour de 20 000, qui va être sur une fenêtre précise dans la bande H, dont je vous donnerai les longueurs d'onde tout à l'heure. On a le mode HMM, donc mono-ouverture, 140 fibres, que vous pourrez répartir dans un champ de 7 arcs minutes au total. Chaque mono-ouverture a une taille de 0,5 arc seconde, les mêmes longueurs d'onde, avec les mêmes modes spectraux. C'est-à-dire que dans ce mode-là, vous pourrez l'utiliser aussi à résolution 4-5000 en ayant tout l'infrarouge d'un coup, ou sur la fenêtre à haute résolution, autour de 20 000, sur donc cette fenêtre spécifique en bande H. Dans le visible, pas d'IFU. Ça, c'est un changement aussi qu'il y a eu par rapport à la phase A. Au début, on avait un mode IFU dans le visible. On a annulé ce mode visible qui n'était pas assez compétitif par rapport au mode HM. Et donc maintenant, on a un mode mono-ouverture dans le visible, 200 fibres, chacune ayant une ouverture, enfin 200 ouvertures, chacune ayant une ouverture sur le ciel de 0,7 arc seconde, et une couverture spectrale qui va pour l'instant de 0,45 microns à 0,8 microns. Ce 0,45, je vais y revenir un petit peu après, est en discussion. Pour l'instant, c'est 0,45, mais on va voir si on peut pousser un petit peu plus dans le bleu. Là, les modes, donc vous avez à nouveau un mode d'observation autour de 4-5 000. L'optique, enfin le visible est divisé en 2 grandes bandes pour l'instant, donc peut-être 3 si on pousse un petit peu plus. Donc ce sera en 2 ou 3 bandes, vous avez l'ensemble du visible. Encore à nouveau un mode haute résolution autour de 18-20 000. Une fenêtre qui est centrée sur l'arrêt H-alpha et une autre centrée sur le triplet du calcium. Vous avez ici la transmission de l'instrument, donc qui dépasse 25% sur tout le régime de longueur d'onde, sauf dans le bleu, qui est limité donc par la transmission du télescope. C'est vraiment ça le facteur limitant, hein. Le LT est un télescope optimisé pour le proche infrarouge, voire l'infrarouge. Et donc pour l'instant, on avait décidé de couper l'instrument à 0,45 parce que là, on tombait vraiment sous des transmissions qui étaient plus raisonnables. Il semblerait qu'il y ait de bonnes nouvelles de ce côté-là. Il y a un groupe de travail à l'ESO qui travaille et que les transmissions soient meilleures, puissent être meilleures que ce qu'on pensait au départ. Et donc, on va réouvrir peut-être un petit peu ce chapitre et voir si on peut aller un petit peu plus dans le bleu. Ce sera best effort, hein, on aura le nombre de photos qu'on aura. Mais ça peut être intéressant de couvrir ce domaine-là qui ne sera pas couvert par un autre instrument ELT, donc d'ouvrir l'espace des paramètres de ce côté-là. Un point sur la soustraction ciel qui est un point très important. Je vous disais au début, on rentre dans un nouveau régime en spectroscopie, hein, avec des sources extrêmement faibles. Voilà, vous voyez bien à nouveau, ça va? Voilà. C'est bon. C'est bon, merci Guy. Alors, je disais, on rentre effectivement en spectroscopie dans un nouveau régime. Si on va être capable de détecter des sources de 30e magnitude, qui ont des tailles typiques qui sont très petites, hein, de 0,15 arcs secondes, ça veut dire qu'il faut être capable de détecter des brillances de surface de 27e, de l'ordre de la 27e magnitude par arc seconde carré. Sachant que le niveau du fond de ciel entre les raies OH, c'est plutôt de l'ordre de 20. Donc vous voyez qu'on est quand même très, 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 très en dessous du niveau de fond de ciel, ce qui n'a jamais été fait. Si on regarde ce qu'on est capable de faire actuellement sur des instruments, là où il y a une expérience qui avait été faite avec Giraffe, qui est un instrument qui n'est pas du tout optimisé pour la soustraction de ciel. On était capable d'avoir des précisions de soustraction de ciel de l'ordre un petit peu en dessous du pourcent, ce qui veut dire qu'on serait capable d'atteindre ces brillances de surface, à peu près 26. Mais donc il y a encore quelque chose un petit peu à gratter. Il faut gratter une ou deux magnitudes et donc démontrer qu'on est capable de soustraire le fond de ciel à des niveaux de typiquement 0,01%. Donc ce qui est très challenging, hein. Donc là, il faut à la fois mesurer et corriger le signal du fond de ciel. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de maîtriser la réponse des fibres entre la fibre qui va être sur l'objet et la fibre qui va être sur le ciel. Il faut maîtriser ces variations de réponse-là, fibre à fibre, parfaitement. Il faut être capable de mesurer et de corriger la lumière diffusée dans l'instrument aussi à des niveaux qui vont commencer à être un peu démoniaques. Donc, il y a un groupe de travail à l'ESO qui commence à travailler dessus. Il y a des activités de prototypage qui font aussi commencer pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut optimiser les choses pour être capable d'atteindre ces niveaux de soustraction de ciel.
Alors, on a été en discussion assez intense avec les eaux au cours des 2 dernières années. On s'en est sorti un petit peu de la phase A. On n'était pas tout à fait d'accord sur la vision de l'instrument. Les eaux voulaient quelque chose qui soit plutôt optimisé du côté du mode HMM. Le consortium avait une vision d'un instrument plutôt optimisé du côté du mode IFU. On a trouvé donc en fin d'année dernière un terrain d'entente qui consiste effectivement à mettre l'accent sur le mode HMM tout en préservant ce mode IFU dans une version donc vraiment optimisée et très complémentaire par rapport à Harmony. Donc, c'est ce que je vous ai présenté plus tôt, donc avec une spatial scale un petit peu plus large que ce qu'on avait imaginé au départ. On est arrivé à un nouvel ensemble de top level requirements qui est en train d'être regardé par l'équipe système pour vérifier qu'on est bien capable de répondre donc à ces spécifications-là. Et là, le travail qui est en cours, donc au niveau du spectrographe visible, donc le Blue Cut dont je vous ai parlé, est-ce qu'on est capable d'étendre un petit peu plus loin que 450 nanomètres? Est-ce qu'on peut aller à 410, voire 390, voire même 350? Jusqu'où on est capable d'aller, tout en préservant donc la capacité de couvrir la bande visible en 2 voire 3 bandes maximum. La résolution, dans le mode haute résolution dans le visible, on a une spécification, à 18 000. On est peut-être capable d'aller jusqu'à 20 000, mais il y a un compromis à faire avec la largeur de la bande spectrale qu'on sera capable de faire. Donc est-ce qu'il vaut mieux aller à 20 000 sur une bande, plus petite ou est-ce qu'il vaut mieux rester à 18 000 sur une bande un petit peu plus large? Donc c'est le compromis qui est en train d'être étudié. Sur les modes infrarouges, donc on a dû passer à une taille de spaxel sur l'IFU de 120 masses à 150 masses pour être capable d'avoir donc l'ensemble de la couverture spectrale à résolution 5000 en une seule fois, ce qui était vraiment quelque chose sur lequel insistaient beaucoup les os. Donc ça a été maintenant intégré à l'instrument, mais évidemment, ça va avoir un impact sur la science qu'on est capable de faire avec le mode IFU, et notamment tout ce que je vous ai montré sur les courbes de rotation et sur la cinématique des galaxies. Ça veut dire qu'on sera un peu moins efficace et moins capacité d'aller faire des grands échantillons sur des galaxies sur les masses les plus faibles. Et puis une réflexion sur le mode d'optique adaptative. Est-ce qu'il faut qu'on garde un mode d'optique adaptative multi-objet ou de simplifier l'instrument et d'aller vers un mode simplement de Grand Layer Adaptive Optics? Donc, il y a des simulations au cours côté Onera qui montrent qu'en termes de performance, la GLAO semble effectivement capable d'atteindre les mêmes niveaux de performance que la MORO. Ce qui reste à vérifier, c'est quelle fraction du temps on est capable de faire ça. Est-ce qu'on ne prend pas un risque puisque la GLAO est plus dépendante de la présence autrement, enfin si je le dis autrement, plus il y a une couche turbulente au sol, plus la GLAO est susceptible d'être performance, de donner des performances équivalentes à la MOAO. Donc il s'agit de vérifier qu'on est capable de fonctionner dans tous les quartiles de seeing et qu'on ne va pas se retrouver limité à des seeing trop bons, qu'on est aussi capable de fonctionner dans des conditions de seeing un peu moins favorables si on bascule totalement dans ce mode GLAO. Voilà pour le design de l'instrument. J'en arrive au projet en lui-même. Donc, je vais vous détailler un petit peu comment le projet est structuré, quels sont les derniers changements qui ont eu lieu au sein du consortium. Donc, le consortium est actuellement structuré donc, autour de 4 pays cœurs, dont la France qui est le pays PI, UK, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, et un certain nombre de pays associés. Donc, vous avez 8 pays associés. Plus récemment, l'Université de Michigan nous a rejoints et même le STSCI également a souhaité rejoindre le consortium. Pour l'instant, ça c'est un petit peu la répartition de comment l'instrument serait construit. Donc c'est évidemment encore un petit peu préliminaire. Les discussions ont encore lieu avec nos partenaires, mais ça vous donne un petit peu la pondération. Donc une grosse moitié en France qui assure le PI Chip, le Project Office, toute la partie software scientifique, les AIT, AIV et OLAM, et la partie software contrôle commande. Un partenaire donc UK avec 26, un gros quart de l'instrument, le spectro proche infrarouge, le positionneur à Oxford, et puis le lead du développement du système d'optique captatif qui est pour l'instant prévu à Durham.
Et puis les Pays-Bas et l'Allemagne à 7%. Les Pays-Bas donc, qui vont développer le spectrographe visible a priori, et les Allemands qui donc vont prendre en charge le Work Package fibre. Alors, deux caractéristiques importantes qui vraiment font la particularité de Mosaic, comme de ARS d'ailleurs, c'est qu'à la différence des instruments de première lumière, l'instrument est totalement financé par le consortium. C'est-à-dire que les eaux ne financent pas l'instrument. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lève les fonds en interne et qu'on gère cette difficulté supplémentaire en interne. Pour l'instant, donc le nombre de nuits GTO, ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur, on est autour de 115 nuits GTO. Évidemment, c'est un élément de négociation, donc c'est pas encore si ce sera le chiffre final, mais ça vous donne un ordre de grandeur de ce qu'on sera capable de faire. Donc pour l'instant, on a une approche au sein du consortium qui consisterait à mutualiser ces nuits pour mener des grands relevés, comme ça commence à se faire notamment c'est prévu d'être fait comme ça sur Moons ou sur d'autres instruments comme Weave ou Foremost par exemple. Donc d'avoir cette approche mutualisée qui permet d'avoir un retour scientifique beaucoup plus important que si chacun exploitait ses petites nuits de GTO dans son coin, d'autant plus que voilà, les nuits de GTO sur le LT sont très 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 très, très précieuses. Le Project Office, donc il y a eu un changement très important en fin d'année puisqu'il y a eu un changement de PI. C'est maintenant Ligatasca Olam qui est le PI de Mosaic. Donc avant, il y avait un PI à Paris, un co-PI à Marseille. Donc les choses sont inversées. C'est moi qui vais prendre le rôle de co-PI côté GPI. Vous avez ici donc la structure, je me contente ici de vous détailler la structure du Project Office. Je ne parle pas de la structure de l'ensemble du projet, de l'Institutional Board, du board de Mosaic, du steering committee, etc. Je me concentre vraiment sur la partie cœur du projet. Donc le PI et le co-PI français qui participent donc à ce Project Office. Je vais continuer à jouer le rôle de Project Scientist en collaboration étroite avec mon co-PS qui est Ruben Janssen à l'ATC. Ruben qui prend le rôle d'instrument scientist. C'était une position qu'on avait du mal à trouver quelqu'un ici, donc Ruben a accepté de jouer ce rôle-là. On avait du difficulté aussi à trouver un project manager. Donc, c'est chose faite. C'est maintenant Eric Prieto qui est le project manager du projet OLAM. Myriam Rodriguez, que vous connaissez sûrement tous, prend le rôle de system engineer. Gavin Dalton à Oxford donc, prend le rôle de instrument architect. Donc, il faut comprendre par là celui qui a des super idées un peu folles. C'est de lui que vient ce pavage du plan focal avec des tiles. Donc, il va jouer un petit peu ce rôle là, de nous sortir un petit peu de nos conditions, de position d'équilibre pour nous challenger un petit peu. Et puis donc voilà, un certain nombre après de fonctions un peu plus secondaires. Mais disons que voilà, maintenant l'ensemble des fonctions clés du Project Office sont pourvues et sont en place. Quelques notions sur le coût total, on parle à peu près d'un ordre de grandeur, c'est 30 millions en hardware, à peu près 550 FTE répartis sur 10 ans. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Début de FASA qui est pour l'instant prévu fin 2021. Qui donc l'instrument devra être prêt à arriver sur le ciel à l'échéance 2031, avec 9 ans après. Voilà. On espère donc pouvoir commencer à recevoir nos premiers photons fin 2031, début 2032. Voilà, j'ai essayé de vous convaincre que voilà, Mosaic sera un instrument qui va vraiment trouver sa niche sur le LT, donc qui va exceller dans l'étude des sources faibles, avec une complémentarité très très forte avec les autres instruments LT, mais aussi plus généralement d'autres facilités. Que Mosaic était vraiment un instrument qu'on a cherché constamment tout au long du développement à optimiser en survey speed. C'est vraiment comme ça que le développement de l'instrument a été mené, qui va permettre d'ouvrir l'espace des paramètres, notamment grâce à son mode multi-FU et la couverture dans le bleu peut-être sur le LT, et qu'on est convaincu que Mosaic va jouer un rôle très important partout. La statistique va jouer un rôle, où il faut rassembler des grands échantillons. Je vous ai présenté les cas scientifiques dimensionnants. Si vous avez des idées de cas scientifiques
que vous pensez que Mosaïque serait capable d'adresser, n'hésitez pas à venir m'en faire part. C'est un excellent moment pour rejoindre l'équipe scientifique de Mosaïque, avant qu'on démarre la phase B. C'est vraiment le bon moment, surtout qu'il y a encore des compromis techniques qui sont en train d'être faits. Donc s'il y a aussi des cas scientifiques qui sont, pas tout à fait faisables avec le design actuel, mais où vous dites: «Ah tiens, si on poussait un petit peu le curseur, ce côté-ci ou ce côté-là», il est encore temps, qu'on le fasse. Donc n'hésitez pas à venir nous en faire part et à nous voilà, nous proposer, vos idées, pour Mosaïque. Vous êtes plus que les bienvenus pour venir renforcer, l'équipe scientifique de Mosaïque. Voilà, je vous remercie.